norvégien, je crois, Arne Næss, et lui il parle de deep écologie, donc écologie profonde. Alors, toute la vie sur la Terre est égale, on peut être assez d'accord avec ça. L'homme n'est pas supérieur aux autres formes de vie, on peut être assez d'accord avec ça. Jusque-là, c'est pas trop déconnant. Et puis, par contre, après, on est un petit peu inquiet parce que pour préserver la biosphère et la biodiversité, il faut faire décroître le nombre d'humains. Alors, le problème, il dit pas comment. Voilà. Qui montre l'exemple. Oui, il peut montrer l'exemple, mais on ne sait pas, je ne pense pas que ce soit le type de personne qui montre l'exemple, mais on est inquiet. Puis, dans les années 70, il s'est produit un rapport, qui est le rapport du club de Rome, qui dit, donc le rapport Meadows, c'est halte à la croissance, on ne va pas y arriver, il faut qu'on rétrograde, il faut qu'on arrête et qu'on partage, en gros. Donc, on est tous sur cette idée et on n'y arrivera pas parce que on se rend compte que le partage n'est pas fait. Si vous faites le mapping sur l'Europe, toujours aujourd'hui, on importe 70% de toutes les protéines qu'on va consommer. Soja, etc., et puis de la viande et plein de choses. On a une dépendance quasi intégrale à toute source d'énergie en Europe. Le gaz, le pétrole, mais même l'uranium, on l'importe. Et puis on se rend compte qu'on a beaucoup de pauvres. En France, il y en a plus ou moins 10 millions. Et de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et en Europe, en fait, tenez-vous bien, il y en a quasi autant que d'habitants en France. Et ça, ce n'est pas un sujet. Là, vous êtes inquiet, vous avez 70 millions de pauvres, et puis il ne se fait rien pour eux. Et les pauvres, on sait le problème des pauvres. Le problème des pauvres, c'est celui-là. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Mais dans les temps qui pourraient devenir un petit peu plus complexes au niveau géopolitique, le premier supermarché qui se fait piller, réellement, mise à sac d'un supermarché, c'est le signal que votre société va péter. Donc ça, c'est des photos qui datent de 2008 avec les émeutes de la faim qui sont arrivées avec l'envolée des prix du blé. Le blé est trop cher payé aux paysans, il faut baisser les prix, donc on baisse les prix, c'est la politique qui fait ça. Eh bien, à un moment donné, tout le monde peut à nouveau manger. Et payer les paysans pour produire, ça, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Et donc, on se retrouve avec une société où tout le monde va avoir peur. Trop de vieux, trop chaud, des villes trop grandes, trop de pollution, la désertification. En fait, je vais commencer par avoir peur de tout. Peur du réchauffement climatique, peur qu'il n'y a rien qui fonctionne correctement. Parce qu'en fait, on voit qu'on appauvrit les gens, tout simplement, dans la mondialisation. Et donc, à un moment donné, comment on va résoudre le problème quand on est dans la mondialisation? Eh bien, il arrive un dossier extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à Lady Gaga. Lady Gaga, en 2010, elle a été dans un prix pour la musique et elle s'est promenée avec une robe en viande. Elle est au musée, actuellement. Si vous voulez la voir, elle va être exposée dans un musée. Alors, elle est conservée. Oui, pas sa robe. Pas Lady Gaga, sa robe. Et du coup, on voit apparaître une thématique de protéines artificielles. Alors, j'ai mis viande pour faire le raccourci, parce que quand vous tapez sur Internet, vous trouvez tout ça de façon à l'aise. Et vous avez un lien là qui est intéressant, VitalMe, mais il y a plein d'entreprises qui font ça. Et donc, on apprend qu'en 2013, la première R&D va investir à peu près 250 000 $ pour démarrer de la production de viande artificielle à partir de cellules souches. En 2020, la première autorisation a été donnée à Singapour pour une boîte qui s'appelle Eat Just, donc manger juste, pour fabriquer des pseudo nuggets de poulet, d'accord, qui sont composés de 70% de culture cellulaire, donc voilà, ça c'est fait, vous allez voir, et de 30% de produits d'origine végétale. Et donc voilà, vous pouvez manger de la viande artificielle. Et c'est un monde extraordinaire que nous promet la mondialisation. La mondialisation nous promet des marchés énormes à la clé, mais des trucs extraordinaires.
C'est-à-dire en 2014, ça représentait déjà 13 millions de tonnes de protéines produites par des firmes. En 2035, la prévision, elle est quasi à 100 millions de tonnes de viande artificielle, de protéines artificielles, et ça représentera 290 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On va me faire du blé maintenant. Et on verra que c'est très pervers. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'investissement. Une unité de base, c'est-à-dire, c'est pour faire à peu près 11% de protéines, là, c'est l'unité de base. Ça coûte 11 milliards de dollars d'investissement. Voilà. Et si je dois faire le bioréacteur qui me permet de produire cette viande artificielle, je dois rajouter 30 milliards de dollars d'investissement. Donc en gros, vous avez 40. Et donc le scénario, c'est, en 2035, scénario de base, 11% de protéines mondiales artificiellement produites par un bioréacteur que les gens mangeront. Ça va coûter à peu près 40 milliards d'investissements et ça va en rapporter 290. Voilà les prévisions des gens qui travaillent là-dessus. Et oui, puisque l'agriculture va pas bien, puisque vous avez 9 milliards de gens à nourrir, eh ben, autant leur faire de la viande artificielle, ou des protéines artificielles. Alors regardez à quoi ça ressemble. Alors si vous voulez passer au scénario suivant, vous y allez. Et puis regardez à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez une entreprise qui s'appelle Food Emeryville, c'est à San Francisco. Donc, eux, ils ont investi 1 milliard de dollars quasi pour faire des bioréacteurs et ça ressemble à ça. Et c'est assez perturbant. Et puis, on s'est intéressé, alors ça, c'est des informations que je diffuse à la vache heureuse pour les éleveurs qui sont adhérents à nos projets. Eh bien, quand vous faites ça, vous avez un coefficient de pollution 25 fois supérieur à de la viande de bœuf. Qu'on vous dit que c'est déjà la catastrophe. Et là, vous êtes inquiet. C'est quoi ce baratin autour des gaz à effet de serre? Puisque les gars qui vont vous vendre de la viande artificielle, c'est 25 fois pire. Et c'est pas un sujet, en fait. Et finalement, ça pourrait coûter 3 fois plus cher. Et à quoi va servir la viande artificielle et la protéine artificielle et la nourriture artificielle, en fait, parce qu'on pourrait tout faire comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez un premier débat qui va de Big Pharma à Big Pharma. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez manger de la nourriture complètement artificielle faite dans un incubateur de laboratoire, alors ça s'appellera une usine, d'accord ? Eh bien, ces produits-là vont être pauvres en nutriments essentiels, qui s'appellent les antioxydants, c'est-à-dire des vitamines, des oligo-éléments et des électrons. Parce que pour vivre, vous avez besoin d'électrons. Et donc, comme vous serez en train de manger une nourriture appauvrie, un élément essentiel pour votre santé, les antioxydants, eh bien, vous êtes obligé d'acheter énormément de compléments alimentaires que vous fabriqueront les gars de Big Pharma. Ok? Et là, vous dites, moi... Et donc, ces gens-là, ils ont intérêt de détruire l'agriculture du monde. Ils ont intérêt de détruire la biodiversité du monde. Ils ont intérêt de vous faire peur avec les gaz à effet de serre. Puisqu'on voit que eux, ils polluent sans retenue et sans morale aucune, pourvu qu'on se fasse du blé. Et là, on est inquiet. Et puis donc, comment ils vont s'y prendre pour détruire tout ce que vous avez quasi gratuitement, puisque c'est déjà 3 fois moins cher que la nourriture? Eh bien, ils ont des histoires à vous raconter. Et donc, la dernière histoire qui est à raconter, c'est la mondialisation a besoin d'un narratif bien rodé. C'est-à-dire, c'est Neom. C'est la ville artificielle dans le désert, c'est le béton le plus complet où on va climatiser une ville qui fait 170 km de long. Voilà.
et puis plus rien autour. Parce qu'en fait, si vous enlevez les gens autour de la ville, eh bien c'est super, la biodiversité va revenir toute seule. Puisque vous allez enlever les gens qui saccagent tout. Mais dans une ville qui fait 170 km de long, vous êtes dans un univers de béton climatisé, avec de l'eau artificielle et de la nourriture artificielle, vous aurez besoin de Big Pharma et de Big Pharma. Et donc, dans un monde où la société va vous dématérialiser l'argent, vous êtes à la merci de l'usine et du milliardaire qui produit la nourriture maintenant. Donc, vous en deviendrez l'esclave. Parce que je ne connais personne qui résiste à un problème de faim, réellement. C'est ce qu'il y a de pire comme torture. Quand tu as faim, tu cherches à manger. Et donc, ils ont besoin d'un narratif. Donc, ils nous inventent une super ville dans le désert. Dubaï est une destination privilégiée pour le tourisme. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez foutre dans un désert, dans des immeubles à la con, hein, où il n'y a rien, à part du fric à cramer pour des merdes. Hein. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. Mais la pub, elle ne te le dit pas comme ça, elle te raconte une belle histoire là-dessus. Et finalement, on a besoin de détruire quelque chose. Alors tout n'est pas bien fait, l'agriculture, c'est sûr. Et maintenant, vous avez L214 et les véganes. Et les véganes, c'est les imbéciles utiles de cette histoire-là, puisqu'ils valorisent cette nourriture artificielle. Et puis donc, vous allez être dans un monde complètement artificiel, de la ville à la nourriture, en passant par la santé et la pharmacie. Gare à vous si vous n'avez pas d'argent. Ben oui. Et donc, et qu'est-ce qu'on fait à côté? Ben, en fait, on fait en sorte que le monde conventionnel, il soit détruit et polluant. Et puis la fin de cette histoire-là, ça pourrait être ça. Pourquoi détruire notre monde si ce n'est pas avoir besoin d'une armée d'esclaves à la merci d'un marché et des usines d'alimentation, pour finalement aller sur Mars, parce que moi je comprends bien qu'à Mars on aura besoin de la nourriture artificielle et tout le reste. Et on voit bien qu'il y a des gens qui ont des projets autour de nous. Et pour y arriver, ces projets-là, ils sont obligés de vous embarquer malgré vous. Parce que pour construire une fusée, mais toutes celles qu'il va falloir, regarder les prévisions d'Elon Musk, il aura 1 million d'habitants sur Mars en 2050. Alors on pense qu'il n'y arrivera pas, et puis moi si j'étais djihadiste, j'irais bien là sur Mars. Hein. Ce sera la fin de ma vie, donc c'est bon, je peux mourir peinard. Et en fait, on se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas, mais en fait, tout est logique pour faire ça. Alors on est d'autant plus inquiet que ça se termine comme ça. Face à tout ce déferlement, je dirais presque abject, de la richesse et de la mondialisation, mais on a la théorie du complot qui arrive. Alors, l'archétype Trump, qui dit ces gens qui sont dans l'ombre. Alors on a vu plein de choses, le Capitole, QAnon, et vous avez des spécialistes. Si vous voulez lire la théorie du complot, il faut lire le livre complètement brillant et éclairant de David Icke. C'est complètement extraordinaire ce qu'il dit ce gars-là. Alors on n'y croit pas une minute, mais quand on fait une analyse critique, on est inquiet. Alors il a des théories lui. Et donc c'est assez surprenant. Donc tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre société avec ça? Et c'est ça, en fait, qui va vous donner ça. Et c'est dans le monde entier. Donc les Allemands, les Néerlandais, les Français, les Espagnols, les Italiens un peu. Mais si vous tapez sur Internet, les Indiens, les paysans indiens montent sur la capitale New Delhi avec leurs tracteurs. C'est mondial. Il y a un gros problème, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en train de détruire l'agriculture. Donc là, on va faire une pause, des questions, etc., parce qu'on va voir les réponses après. Donc si vous avez des questions, on peut faire circuler un micro, et on va y répondre, parce que cet état des lieux, il est perturbant quand vous le faites comme ça. Et
Et à la limite, on pourrait, moi je serais assez favorable à une mondialisation différente et qui s'intéresse aux gens. Et donc on est... Et on commence à comprendre que la crise agricole, ben, c'est pas par hasard n'importe quoi. Et on va voir un petit peu les erreurs qu'on a commises. Oui, une question. Bonjour et merci. Déjà, au début de l'exposé, vous avez parlé d'oxydoréduction. Oui. Au tout début, et que l'oxygène était un poison. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'en ce moment, je ne sais pas si les gens connaissent, je m'intéresse au CDS, de ce qui est le dioxyde de chlore. Donc pour soi-même, là, pour le corps, je ne sais pas si vous connaissez, ce serait un peu un remède, bon, et c'est un oxygénant. Oui. Et donc l'oxygène, c'est un oxydant. Oui. Et donc ça m'intéresse beaucoup là quand vous avez présenté que l'oxydoréduction, l'oxygène, c'est un poison dans le jardin, enfin pour les légumes, voilà. Oui. Merci. Alors je peux t'expliquer ça très facilement. C'est l'axe de travail majeur pour sortir des phytos. En fait, les plantes, elles ont un déchet au cours de la photosynthèse qui s'appelle l'oxygène. Donc, elles vont accumuler de l'oxygène dans l'air, à peu près autour de 21%, et depuis 2 milliards d'années, les plantes terrestres, elles essayent de stabiliser à ce niveau-là, parce qu'elles ont des problèmes avec l'oxygène. Alors, les problèmes qu'elles ont sont relativement simples. Je vous ai mis une diapo là-dessus. Je ne suis même pas sûr de l'avoir. Alors, attends un peu. Le problème, il est là. Alors, il y a beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature, elle construit de la matière organique avec la photosynthèse. C'est du carbone et de l'azote pour faire très simple. Et puis maintenant, cette matière organique, tu vas l'exposer à de l'oxygène. Il y en a 21%, donc il y en a plein. Hein? Voilà. Et on sait que, allez, dans cette matière organique, on a de l'oxygène et du carbone là. Et donc, C plus O2 égale CO2. C'est un petit peu têtu comme affaire, ça. Et toutes nos équations chimiques y arrivent. Et donc, on se rend compte que le soleil est un agent pathogène majeur. En fait, le soleil rend l'oxygène agressif. L'oxygène, c'est un corps instable où il manque 2 électrons sur sa dernière couche d'électrons et qui va essayer toujours de voler 2 électrons à autre chose. Par exemple, au fer, qui va rouiller. Tu vas oxyder le fer. D'accord? Et du coup, l'oxygène est stable, mais le fer est démoli. Et donc, l'oxygène, c'est un agent de réaction puissante. Et quand vous oxydez, par exemple, votre corps, eh bien, vous allez tomber malade parce que ça va détruire autre chose. Donc, votre corps, il contrôle ça. Mais dans la nature, ça va de cette façon-là. Le carbone de la matière organique en présence d'oxygène et de chaleur, eh bien, ça donne le feu. Et alors, comment dans le corps? Eh bien, dans le corps, ton oxydoréduction, elle va être contrôlée tout le temps par des antioxydants, c'est-à-dire des antioxygènes. Quand on oxygène notre corps, vous dites, mais quand on oxygène notre corps... Non, il faut que ça passe par le micro si on va voir le son. Quand on oxygène notre corps, oui, on l'oxyde. Oui. Et donc, tu deviens malade. La question... Mais non, plus tu fais du sport, plus tu seras malade. On l'a appris avec le Covid. Les plus grands malades du Covid, ça a été nos sportifs qui sont tombés malades immédiatement. Et donc, un corps, pour qu'il fonctionne, il faut l'antioxyder. C'est-à-dire, quand on te dit que pour être en bonne santé, tu dois manger 5 fruits et légumes par jour, on te dit que tu dois manger des antioxydants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les fruits et légumes? Il y a des vitamines, d'accord, qui sont en fait des agents qui bloquent, qui contrôlent l'oxydation de ton corps. Et l'oxygénation du sang? Redonne-lui le micro. Non, mais c'est intéressant. Hein? Ça vient rencontrer les... alors, vous connaissez le dioxyde de chlore, tout ça ou pas? Non, pas trop, mais tu vas nous expliquer. Mais alors, non, pas beaucoup, mais il y a 2 théories qui se rencontrent vraiment. Oui. Parce que dans la théorie sur quand on serait malade, justement, donc on retrouverait la santé en oxygénant notre organisme, du coup notre sang. Oui.
Et donc, là, les deux théories se rencontrent un peu. Oui, mais pas trop. D'accord? C'est-à-dire que si tu oxygènes ton sang, ce qui est favorable à ta santé, globalement, parce que tu as besoin d'oxygène dans ton corps, tu dois à tout prix l'accompagner d'un contrôleur qui est un antioxydant. C'est-à-dire que toutes ces théories, elles sont sympas, sauf que n'oubliez pas l'essentiel, la biologie, elle se constitue avec un antioxydant en permanence à côté de l'oxygène. Et si vous ne l'avez pas, ben vous allez déraper, en fait. C'est-à-dire que quand tu mets ton oxyde de chlore, là, il faut à tout prix que tu aies des vitamines, AD3E, etc., qui arrivent en grande quantité. Et donc, comme tu as besoin de ces compléments alimentaires, tu iras les chercher chez Big Pharma, 2 fois. Une fois avec l'oxyde de chlore et une fois avec les vitamines. Tu le fais toi-même, l'oxyde. Oui, oui, tu peux le faire toi-même. Oui, bonsoir. Je voulais juste apporter une précision. On parle beaucoup de M. Macron, M. Hollande avant lui et M. Sarkozy Oui, avant on est lui. tous pareils. Voilà, ils ont tous parlé de En fait, c'est parce qu'on y est aujourd'hui, si tu veux. Mais à la limite, si tu remontes ton histoire, tous pareils. En fait, on s'est rendu compte, ça démarre avec Mandela. Si vous vous intéressez à l'histoire de Mandela, le jour où il a voulu nationaliser toutes ces mines, etc., il est allé à Davos, on lui a interdit et il n'a pas fait. Mais ça commence là, en fait. Déjà, c'est très très vieux comme phénomène. Alors Macron, c'est parce qu'on a beaucoup d'exemples récents, faciles à documenter, c'est tout. Et puis c'est facile, c'est le sujet d'actualité. Vous avez des questions quelque part là? Oui, bonsoir. Vous connaissez le projet de Futuralaya, la ferme artificielle sur l'île? Non, non, non. C'est, mais moi je connais parce que j'ai un belle-fille qui travaille. C'est des startups qui ont, c'est depuis 4 ans je crois, qui pensent que justement la culture de légumes artificiels en est silène. Ah oui, 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 de l'aéroponie, ça s'appelle. Tout artificiel. Voilà, alors ils pensent qu'ils vont nous sauver de la faim avec ce système. Oui, ben, mais il faut voir l'argent qui, l'autre jour, pour continuer le projet, il leur manquait 1 million d'euros. Ils ont fait une demande 2 fois, ils en ont touché 2. Les gens qui mettent là en pensant que demain c'est l'avenir. Alors on connaît ça, on le surveille, et puis la question c'est, est-ce que c'est salade ou je sais pas ce qu'ils vont faire pousser? Tout pousse quasi comme ça, notamment dans le maraîchage, tout pousse comme ça. La question c'est, est-ce que ces légumes-là vont être assez riches en antioxydants pour accompagner l'oxygénation qu'on vient d'entendre? C'est pas sûr du tout en fait. Et nous on commence à avoir un gros doute que ça va pas le faire globalement. Il va manquer quelque chose d'important dans ces légumes. Parce que en fait, pour qu'une plante soit en bonne santé, il faut que ce soit les bactéries et les champignons de sa racine qui la nourrissent réellement. Là, il n'y en a pas. Ah mais non, non, c'est stérile de toute façon. On amène tout par un brouillard, par les feuilles, si vous voulez. D'autres questions, non? Bonjour et merci. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réflexion comme ça à chaud, parce que j'avoue que je connais pas grand chose. Mais ce qui m'étonne depuis un certain temps, c'est qu'on a l'impression que le ternaire passe son temps à vouloir flinguer le primaire. C'est-à-dire que je veux dire que, par exemple, vous évoquiez Jean Covici, que je n'appelle jamais plus autrement que Jean Covicieux. Pour la même et simple raison qu'on a vu ce type débarquer avec, effectivement, une obsession sur le CO2, parce que ça devient obsessionnel, au fond, chez ces gens-là. Et là, d'ailleurs, un discours comme ça qui est entre eux, je suis psy, donc je sais encore à peu près repérer, qui balance entre la paranoïa et l'obsession, et quelque chose de très froid qui se développe comme ça. On a l'impression d'une espèce de grosse machine intellectuelle qui va vous terrasser comme ça.
et qui refuse systématiquement le débat. Alors, on a vu effectivement qu'ils allaient s'attaquer aux animaux de ferme. Ensuite, ils s'attaquent maintenant aux chiens et aux chats. Ils s'attaquent au jardinage des gens, les petites gens. Il y a quelque chose aussi qui est monstrueux parce que, évidemment, on en a vu une belle démonstration avec le Covid, mais je veux dire qu'il y a l'inhumanité de ces hommes-là. C'est-à-dire que, en fait, on veut enlever, par exemple, aux vieilles gens, leurs chiens et leurs chats, c'est-à-dire leur dernière tendresse. C'est absolument effarant, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que on a une haine de la vie. Il y a quelque chose comme ça. C'est une amie japonaise qui est morte il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais ils sont presque en train de nous enlever le goût de vivre. En fait, regardez le film Soleil Vert. Non, je connais. Ah oui, si vous le connaissez, on a ce genre de scénario en filigrane qui arrive et où on enlève la joie de vivre aux gens, en fait, réellement. Mais pour ça, il faut détruire le monde avant. Et ça soulève votre remarque soulève de nombreuses questions perturbantes. Je suis d'accord avec vous. Par rapport à ça, un petit ajout, et puis votre réaction, justement, j'ai pris mes petites notes qui viennent en partie du bouquin de Claire Sévrac, je vous conseille, qui s'appelle Guerre secrète contre les peuples. Parce que là-dedans, on pouvait notamment parler des chemtrails et de la pollution que ça engendre sur les climats. À ce titre, ils ont découvert, parce que la maladie des morgelons est bien réelle, elle existe. Il y a un brevet d'ailleurs sur les chemtrails concernant les morgelons. Donc ce sont des maladies qui affectent les gens, en fait, on s'est rendu compte, alors j'ai pris les notes parce que c'est un peu complexe, la biopsie des patients qui en sont atteints, dans leur biopsie, on trouve une substance qui s'appelle agrobacterium. Alors j'ai pas retrouvé par rapport à ça le document, mais là il faut savoir que je crois que c'est au Canada actuellement. Ils sont en train, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc je veux bien avoir votre sentiment là-dessus. Ils sont en train de faire des plantes justement sur le concept de l'agrobacterium. Alors c'est quoi? C'est très sympathique. Ce sont des bactéries communes des sols pathogènes, des sols végétaux. C'est-à-dire que les plantes sont génétiquement modifiées. Donc il faut bien comprendre que là, l'objet, c'est de modifier génétiquement aussi non seulement la plante, mais l'homme. Qu'est-ce qu'on fait? Elle provoque en fait une transformation génétique des tissus humains infectés, et notamment, elle est responsable de la maladie de la gale du collier, qui fait une multiplication anarchique des cellules végétales et des formations de tumeurs. Et en fait, pour bien comprendre, les formations du tumeur sont la transformation génétique attendue et voulue. Couplée donc avec les morgelons injectés par les chemtrails et puis l'agrobacterium injecté par la nourriture génétiquement modifiée. C'est donc cet agrobacterium peut donc être considéré et scientifiquement parlant, comme vous le disiez tout à l'heure, un vecteur naturel de gènes, c'est-à-dire que là on rentre un petit peu dans la chimie, on fragmente l'ADN par une bactérien de la bactérie donc il va de la bactérie à la plante, donc il contamine la plante, puis on l'intègre dans du matériel chromosomique végétal, c'est-à-dire qu'on modifie, on fait une césure dans l'ADN de la plante et on la modifie génétiquement pour la rendre malade et vous rendre malade et vous modifier génétiquement. La question est, comment pourra-t-on être sûr demain que toute cette alimentation chimérique, moi je l'appelle chimérique, pourra être sûre pour notre santé, parce que finalement c'est une arme. Alors, je ne sais pas répondre à ça. Si vous rentrez dans le flou des chemtrails, vous avez une littérature et les produits. Enfin, c'est assez bluffant de trouver tout ça. En fait, on s'était plutôt intéressé aux parades, tout simplement. Et on sait que les parades, elles existent et elles pourraient être construites pour quasiment rien du tout. C'est gratuit, en fait. Et donc, quand vous vous intéressez aux parades, vous dites, bon, on va les laisser jouer, mais la nature, elle a quelque chose qui est en elle. Elle a un grand dessin qui fait le ménage en permanence. D'accord ? Par exemple, si vous avez des salades qui poussent pas et qui sont mangées par les limaces,
il faut considérer que vos limaces, ce sont les derniers sélectionneurs de salade. C'est-à-dire que toute plante non capable et non viable de proliférer sur Terre sera éliminée par notamment les insectes et tous ces ravageurs du sol. Donc c'est assez bluffant. Et la nature, elle a en fait, c'est l'idée de Gaïa, c'est l'hypothèse de Gaïa de James Lovelock, qui est un grand scientifique, qui a mis ça sur la table dans les années 70 et qui a dit que la Terre, c'est un grand organisme vivant, la biosphère, qui s'auto-régule. Donc vous pourrez l'agresser, mais il y aura une régulation. Donc je pense qu'il vaut mieux se mettre du côté de la régulation. Vous aurez de meilleures surprises que les mauvaises surprises de ces fous furieux de la mondialisation. Bonsoir à tous. Pour une petite note positive par rapport à tout l'anxiété ambiante par rapport à tous ces sujets, je conseille à chacun de lire un des derniers ouvrages de Philippe Guillemont, qui est quand même un grand penseur, qui est physicien et philosophe, qui en fait attire l'attention de chacun sur le fait que cette crise du Covid est venue cristalliser pas mal de consciences qui ont permis, je reprends la métaphore de la grenouille dans la casserole, à un nombre substantiel de personnes de prendre conscience de toutes ces problématiques et tous ces sujets ici, qui font qu'il y a une prise de conscience générale qui s'amorce et que les gens, en fait, décident de tout doucement reprendre leur autonomie et leur vie en main et d'essayer de trouver des alternatives à ce qu'on essaye de nous faire gober et de ce qu'on essaie de nous faire manger, en fait. Donc, voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans la deuxième partie. Non, vous ne suicidez pas, au contraire. En fait, il y a beaucoup plus d'espoir qu'il n'y paraît. Mais il faut être réaliste. Il faut savoir ce qui se passe réellement. Bonjour et merci pour votre présentation. Vous avez évoqué au tout début le sujet sur l'énergie et pourquoi peut-être qu'on ne manquerait pas tant que ça. Oui. Vous n'avez pas développé. Donc si... Non, on va le développer. Voilà. Et puis si vous avez une question, c'est comment parler d'autonomie quand on voit qu'on importe à l'échelle européenne 70% de nos calories ou de nos protéines, et surtout à l'échelle individuelle, quand on se rend compte que finalement c'est illusoire de viser l'autonomie, puisque à l'échelle individuelle, pour moi, ça me paraît impossible à atteindre. Voilà. Donc, pourquoi parler d'autonomie pour tous? Voilà. Parce que l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie, en fait. Dans un système autonome, tu fais appel aux autres pour fonctionner malgré tout. Le problème, c'est quelle est la part que tu donnes à ces autres-là. Et donc, en fait, on se rend compte qu'un système autonome, il va avoir besoin de services réguliers, du monde qui fonctionne comme lui autour de lui, mais c'est donnant-donnant, en fait, globalement. Les systèmes vont s'entraider dans l'autonomie. Et pour la protéine, c'est relativement simple. À la vache heureuse, on sait supprimer la totalité de l'importation de soja si on veut. Donc le problème, c'est complètement artificiel ton problème de protéines qui existe aujourd'hui. C'est parce que tu le vois du mauvais côté de la bouteille. En gros, tu as toujours une face moitié pleine ou moitié vide, tu sais pas trop. Mais j'ai participé à un grand projet européen en 2020, juste avant le Covid, 2019, là 2020, sur une conférence 2 jours à Bucarest sur l'autonomie en protéines de l'Europe. T'es médusé. Tout le monde a mené un morceau de sa connaissance technique, scientifique et de développeur. Donc, conclusion, l'Europe est autonome en protéines si la politique est développée par la Commission. C'est-à-dire le grand organisateur de tout ça. Et donc, j'ai eu le malheur de faire le repas qui a terminé ces colloques et ces échanges, et tu manges à la table de hauts fonctionnaires. Donc, ils étaient super contents, ils avaient passé 3 jours admirables, tout juste ils étaient en vacances, ils avaient appris plein de trucs, et ils t'annoncent à la fin de la conférence pour faire la conclusion que de tout ce qu'ils ont appris, rien ne sera appliqué.
parce que c'est moins cher d'acheter du soja au Brésil. Point. Parce qu'en fait, tu es dans ce monde des marchands. Point. Et là, les bras t'en tombent, tu dis, mais c'est quoi cette mascarade? Ça a coûté combien d'argent? Parce que tu es remboursé de tes frais, si tu veux. Hein, le billet d'avion, l'hôtel, etc., etc. Donc c'est une catastrophe. On était 400 personnes. Enfin, c'est lamentable. Et en fait, c'est la volonté qui manque, tout simplement. Sur l'énergie? Alors l'énergie, c'est un vrai problème et on va essayer d'y aller comme ça. En fait, pourquoi